Merci beaucoup. Je suis content de répondre à ces questions que vous me posez, surtout en tant que jeune. Quand on parle de l'indépendance, ce que cela veut dire effectivement que le Burundi a à un certain moment perdu sa souveraineté. Quand je dis à un certain moment perdu sa souveraineté, c'est parce que beaucoup de personnes ont l'impression que le pays a commencé à exister après l'indépendance. Mais le pays existait avant l'indépendance. On avait passé plus de 400 ans avec une gouvernance qui était une gouvernance, je dirais, qui a été inventée par les Burundais eux-mêmes et qui permettait une certaine alternance, mais qu'à un certain moment, cette gouvernance qui était effectivement dirigée par les rois nous l'avons perdu, cette souveraineté, nous l'avons perdue quand les colonisateurs sont venus pour prendre le contrôle du pays. Alors, quand on parle de l'indépendance, c'est effectivement la célébration du moment où les Burundais ont recouvré leur souveraineté en prenant en charge principalement leur gestion politique de leur pays, le leadership du pays qui était cette fois-ci, qui devenait désormais géré 100% par les Burundais. C'est d'avoir une économie qui est organisée par les Burundais eux-mêmes. C'est d'avoir une justice qui est organisée à l'intérieur, qui ne doit pas faire intervenir les intervenants extérieurs. C'est avoir un système éducatif qui aussi s'adapte à des besoins réels du pays, mais aussi qui amène les jeunes à comprendre les richesses que nous avons en tant que pays. C'est aussi de revaloriser la culture qui, d'une manière ou d'une autre, est l'identité de chaque citoyen. Mais en général, c'est quand les citoyens burundais eux-mêmes prennent leur destinée en main au niveau de la gestion, que ce soit politique, économique, même au niveau militaire, où ils ont commencé à eux-mêmes organiser et gérer le pays. Merci beaucoup. Quand on parle de l'indépendance, la signification que ça a pour moi, c'est beaucoup plus le fait que chaque être humain devient libre, qui n'est pas soumis à une contrainte quelconque d'obéir des lois aveugles et de ne pas vivre pleinement son potentiel. Donc quand on parle de l'indépendance, c'est de trouver un cadre, un environnement qui est propice à ce que chaque personne débloque son potentiel, puisse développer les ressources naturelles que Dieu nous a données et que nous puissions avoir une cohésion sociale qui permet à ce que chaque personne contribue au bien-être de l'autre. Donc ça, effectivement, que j'appellerais l'indépendance. Et ce n'est pas nécessairement le fait de ne plus avoir une relation avec les Occidentaux, qui peut-être, eux, aujourd'hui, ne sont pas ceux qui ont colonisé nos pays, mais c'est d'avoir la capacité d'entrer dans le concert des nations en ayant aussi des contributions à donner, non pas seulement avec des mains tendues pour recevoir. Au niveau de l'indépendance, quand on parle du côté historique, ça devrait être le fait de revenir sur des systèmes de gouvernance, de gestion qui s'adaptent au contexte burundais, au contexte africain et qui a été pensé, qui n'a pas été dicté, mais qui a été pensé par des citoyens eux-mêmes, des citoyens burundais eux-mêmes. Quand on parle sur le plan spirituel, vous savez qu'effectivement, la colonisation, c'est beaucoup plus caché derrière la religion, parce que la religion a été utilisée au moment de la période coloniale. Bien qu'il y avait un message central qui était là principalement pour le christianisme du salut qui se trouve en Jésus-Christ, le système qui véhiculait ce message a été contrôlé par des gens qui étaient impliqués plus au niveau de la gouvernance et on nous a amené des choses toutes faites. On n'a pas eu à contribuer à adapter le message dans le contexte, mais aussi le système de prière, d'adoration, de culte
de la manière que les Africains pouvaient eux-mêmes comprendre. Donc quand on parle de l'indépendance, on devait faire que effectivement on ait une foi universelle, mais qui a une culture autochtone, qui a une culture basée sur les traditions, la culture qui permettrait de facilement véhiculer le message, de ne pas seulement appliquer ce qui est appliqué dans d'autres cultures, dans d'autres contextes qui peuvent être différents du contexte burundais ou de l'Afrique. Ok, les critères qui doivent caractériser un pays véritablement indépendant, c'est premièrement que la population, les citoyens eux-mêmes pensent sur un système de gouvernance, une gestion politique de leur pays qui s'adapte à leur culture. C'est très dommage. On a passé beaucoup plus d'années dans ce pays avec un mécanisme de gouvernance qui était organisé pendant des décennies ou voire même des centaines d'années, mais que nous avons totalement jeté et rejeté sans toutefois prendre des aspects qui étaient positifs et les adapter à un système de gouvernance qui était adéquat dans le contexte dans lequel nous sommes. Donc quand on dit qu'on est indépendant, on doit éviter de chaque fois copier ce qui se fait ailleurs. Nous sommes dans une période démocratique, ce qui est très bien. La démocratie a été adoptée dans beaucoup de pays du monde comme un système de gouvernance qui fait respecter les droits de chacun, mais qui d'une manière ou d'une autre, chaque pays l'a adapté selon son contexte, selon sa façon de s'organiser. Je vous donne l'exemple, beaucoup de pays européens qui nous ont même colonisés ont gardé un système démocratique, mais qui est en même temps monarchique. Comme vous voyez par exemple, l'Angleterre, c'est une monarchie démocrate qui garde la démocratie. La Belgique même qui nous a colonisés, la Suède, Danemark, tous ces pays qui sont tellement développés mais qui sont aussi démocratiques ont toujours aussi gardé une tradition qui les amène à leurs coutumes, à leur façon de voir les choses. Alors, quand on est indépendant, c'est qu'on a un concept de gouvernance qui est adapté à son pays et qui, d'une manière ou de l'autre aussi, répond à des critères universels. Deuxièmement, c'est une économie qui permet effectivement à chacun que tout le monde se développe ensemble. Où on n'a pas une économie où effectivement un certain nombre de personnes, 10% de la population qui contrôle 90% des richesses du pays. Mais ça devait être un mécanisme de gestion qui permet que les ressources que nous avons dans le pays puissent être bénéficiées par au moins en majorité 90%, par 90% de la population burundaise. Mais quand on voit aujourd'hui, on n'est pas encore à ce niveau-là. Quand on parle d'une indépendance, par exemple, au niveau de l'éducation, c'est qu'on devait développer un système éducatif qui est adapté aux besoins réels et actuels de nos pays, qui n'est pas seulement de se conformer à ce qui se fait ailleurs, et que peut-être les besoins d'ailleurs ne sont pas les mêmes besoins que nous avons dans notre pays. Mais c'est aussi une culture qui est valorisée. On n'a pas à chaque fois importé des cultures extérieures au niveau de l'art, au niveau de l'artisanat, au niveau de tout ce qui vient pour donner l'image et l'identité d'un peuple, qui ne devait pas nécessairement être ce qu'on copie seulement d'ailleurs. Mais aussi quand on parle de l'indépendance, c'est effectivement le fait d'avoir sa contribution dans le Conseil des Nations, d'être des personnes qui ne sont pas isolées ou qui sont pas intégrées dans ce qui se passe pour décider sur des décisions qui concernent le reste de l'humanité. Voilà plus ou moins ce que je considère comme devaient être les critères qui caractérisent une indépendance effective dans chaque pays. C'est ce que effectivement, je venais de dire que, effectivement, quand on parle de l'indépendance, on ne devait pas nécessairement voir que juste les Européens qui sont venus diriger nos pays sont partis et qu'on a changé les couleurs de drapeau. Non, ça ne devait pas se limiter là. Ça doit aller dans ce qui concerne la vie de chaque individu. Parce qu'aujourd'hui, sur à peu près 13 millions de la population burundaise,
Combien de personnes qui vivent différemment de comment des gens qui étaient là à l'époque de la colonisation vivaient? Combien de fois ces gens ils peuvent se réjouir de manger de l'omelette, comme à l'époque, l'omelette était réservée seulement à des Blancs. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas réservé à une certaine classe? Est-ce que les gens ont accès à des œufs? Est-ce que les gens ont accès à du beurre? Est-ce que les gens ont accès au miel comme donné comme taxe à l'époque? Ou c'est toujours des choses qui restent luxueuses pour chaque Burundais, pour la majorité des Burundais. Alors, quand on parle de cette indépendance, c'est que chaque Burundais devait se jouir des biens que Dieu a donnés naturellement à notre pays et que la majorité puisse vivre cette vie plus ou moins équitable, où on n'est pas là en train de que les uns soient tellement confortables que les autres soient pas du tout confortables. Donc je pense que quand on parle de l'indépendance, il ne faut pas seulement célébrer le départ de ceux qui nous dirigeaient sur le plan politique, mais il faut aussi qu'on regarde sur le plan économique si nous sommes capables de subvenir à nos besoins. Est-ce qu'aujourd'hui, si, comme ça s'est passé dans les années 2020, quand il y a eu la pandémie de Covid, si on n'a pas des biens qui nous viennent de l'extérieur, combien de temps le Burundais pourrait survivre? Est-ce que nous avons assez pour pouvoir générer de l'énergie, de pouvoir produire assez de nourriture, de pouvoir nous déplacer, sans toutefois compter à des biens qui nous viennent ou des services qui nous viennent de l'extérieur du pays. Donc voilà ce que je considère comme indépendance, c'est de parvenir à générer ce dont les citoyens ont besoin et de ne pas être dépendants à 80 ou à 70% de l'extérieur. Alors, comme vous le voyez, je ne suis pas aussi vieux, je n'ai pas pu voir physiquement le prince Louis Rwagasore. J'ai pu suivre au moins de tout ce qui existe de ses discours et de pouvoir interviewer ou rencontrer des personnes qui ont vécu avec lui, particulièrement mon père, qui a travaillé avec lui comme propagandiste de l'EPRONA à l'époque, quand ils étaient pour l'indépendance. Et il a eu l'opportunité aussi d'être dans le Parlement royal, le premier Parlement royal. Donc, c'est lui qui m'a beaucoup parlé de Rwagasore. Premièrement, il était jeune. C'est pour ça que je crois qu'effectivement, ceux qui peuvent apporter un changement qui est très visible doivent être jeunes en âge. Donc, ce sont des personnes qui ont encore de l'énergie, des rêves, qui ne sont pas préoccupés par la survie, mais qui sont préoccupés par juste réaliser un rêve. Rwagasore était un jeune qui avait un rêve. Deuxièmement, Rwagasore, c'était quelqu'un qui avait une vision rassembleur. C'est-à-dire que sa vision n'était pas une vision qui se limitait à son clan, à sa famille, à son ethnie ou à sa religion. C'était une vision rassembleur. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui était là à l'époque de la lutte pour l'indépendance qui parlait des divisions ethniques comme nous les entendons aujourd'hui, ou qui parlait beaucoup plus des injustices sociales qui étaient basées sur des clans, des régions. Donc, on sentait que c'est quelqu'un qui était rassembleur. Même au niveau de la religion, on sent que, par exemple, il était chrétien, mais la majorité des musulmans étaient derrière lui parce qu'ils croyaient à la vision qu'il avait. Donc, il m'a beaucoup inspiré quand j'ai appris sur sa personne, mais aussi c'est le fait de quitter les zones de confort. C'était un prince, c'était un enfant du roi, le roi qui était sur le trône à ce moment-là. Mais ça n'a pas empêché de prendre des risques pour se retrouver même emprisonné en résidence surveillée, loin de chez lui, aller dans des environnements qui semblaient ne pas confortables pour lui. Mais il prenait beaucoup plus de risques parce qu'il voulait absolument voir son pays indépendant. Donc, il reste toujours un symbole d'unité, il reste toujours un symbole de simplicité, mais aussi d'une vision forte. Alors, il avait un plan, une stratégie de développement. On entendra parler des coopératives à partir de son époque, où on voulait vraiment que la population soit solidaire dans la production des biens et services et de pouvoir s'auto-prendre en charge. Mais malheureusement, il a été assassiné même avant le jour de l'indépendance. Mon père me disait que la vision de l'indépendance n'a pas continué, qu'elle est morte avec le prince Louis Rwagasore.
Donc, je pense que pour moi, depuis que j'étais petit, mon rêve, c'était de continuer le travail qu'Igwe Gasole avait commencé, que ceux qui ont lutté pour l'indépendance avaient commencé, bien que je ne voyais pas par où commencer. Mais c'est ce qui m'a poussé à faire ce que j'essaie de faire avec toutes les personnes qui m'entourent pour que nous puissions apporter, préparer un avenir meilleur de cette génération, celui des générations à venir. Ce qui m'inspire le plus, c'est de ne pas vivre juste pour soi, de savoir qu'on est là pour servir les autres. On est là pour se donner, on est là pour investir dans la vie des autres. Que de ne pas se préoccuper juste à s'enrichir, à être important, sans que tu aies impacté la vie des autres pour que leur vie soit transformée. Voilà l'héritage que je garde du prince Igwe Gasole. En tant que citoyen, pour renforcer et aussi sauvegarder notre souveraineté, c'est d'abord de revenir sur une vision commune. Avoir une conviction d'où nous sommes en train d'aller, non pas que ce soit des visions partisanes, mais que nous soyons unis derrière un idéal commun et des valeurs communes. Donc, je pense que ce qui est important maintenant, c'est que chacun doit se remettre en cause. S'il y a un moment où tu as cru que le fait de faire partie d'une ethnie, d'une religion ou d'une région, c'est ça qui te donnera l'avantage de pouvoir réussir, il faut absolument que tu te répandes, que tu changes cette façon de voir les choses. Nous avons besoin que tous soient développés, que nous soyons tous développés ensemble. Donc, ce que nous devons faire, c'est de renforcer l'unité. C'est la solidarité communautaire. Commencer d'abord à être solidaires dans nos communautés, en commençant par la plus petite communauté de base, dans notre quartier, sur nos collines. Réunissons-nous autour des actions de développement communautaire. On n'a même pas besoin nécessairement que ce soit les leaders administratifs qui doivent nous provoquer, mais c'est nous-mêmes qui devons prendre des initiatives pour que nous puissions essayer de travailler ensemble, produire ensemble, créer des ponts qui nous unissent, qui nous relient, essayer de trouver des activités culturelles qui nous ramènent ensemble. Nous avons une même langue, nous avons des danses traditionnelles que nous pouvons tous pratiquer du nord au sud, même s'ils peuvent être un peu différents de région à une autre. Essayons d'avoir une identité qui nous distingue d'autres nations peut-être, mais en même temps qui nous rassemble en tant que Burundais. Donc je pense qu'il est grand temps que quand on pense au leadership, on ne pense pas à ceux qui doivent être servis, mais à ceux qui servent, à ceux qui nous servent dans nos communautés. Je pense qu'à partir de ce moment-là, nous allons retrouver notre identité d'unité, de ne plus avoir une identité ethnique, de ne plus avoir une identité religieuse qui nous divise. Donc, j'encouragerai les jeunes de se regrouper dans des coopératives, de se regrouper dans des clubs culturels, de jouer ensemble au sport, des jeux comme le football qui unit tout le monde, de chanter les mêmes chants traditionnels, de se retrouver avec la chaleur traditionnelle, essayer de voir comment on peut ramener notre identité. Parce que je sais qu'à partir de ce moment-là, on ne va pas se distinguer par les ethnies ou par notre appartenance politique. C'est très bien que nous avons beaucoup de partis politiques, mais les partis politiques devaient jouer le rôle pour lequel ils sont assignés, qui est seulement d'amener la réflexion, les idées contradictoires ou des débats qui permettent à ce qu'on peut construire une politique qui va favoriser le développement de tous. Voilà comment je pense nous devons travailler pour que nous puissions unir les Burundais, pour que nous puissions nous retrouver ensemble en train de bâtir un Burundi meilleur. Ma contribution est la contribution de toutes ces personnes avec qui je travaille, avec qui nous sommes ensemble, c'est effectivement de développer ou de construire cette solidarité communautaire. La priorité, c'est de voir comment est-ce que les gens dans leur petite communauté, en commençant par la famille, mais après peut-être 3, 4, 5 familles, 10 familles qui sont ensemble, comment les gens peuvent être solidaires pour trouver des solutions à des problèmes dans leur communauté.
Alors, nous avons par exemple un programme que nous avons lancé depuis longtemps qu'on appelle Guidouvons-nous, qui est un programme qui t'amène à dire « Je suis parce que tu es ». Donc, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Alors, comment est-ce que nous pouvons être solidaires pour que nous puissions travailler ensemble et développer notre communauté là où nous sommes? Alors, un pays comme le Burundi, nous avons beaucoup de besoins pour que nous puissions sortir des crises, que ce soit économiques, politiques et autres qui nous ont endeuillés depuis des décennies. Alors, je voudrais inviter à chaque personne, particulièrement les jeunes, à identifier les besoins de leur communauté. Qu'est-ce que vous avez besoin d'urgence dans votre communauté? Regardez peut-être les 10 maisons, Nyumba Kumi comme on dit. Regardez sur votre colline, quels sont les besoins urgents pour lesquels vous pouvez trouver des solutions ensemble sans même pas faire recours aux administratifs. Essayez de trouver des solutions à ces besoins-là ou à ces problèmes-là d'une façon urgente. Organisez-vous, trouvez un leader. C'est très facile. Organisez-vous, trouvez quelqu'un, 2, 3, 4 personnes qui vous dirigent. Si c'est pour la propreté de votre quartier, commencez à le faire. Si c'est pour vous visiter régulièrement, voir celui qui est dans le besoin, commencez à le faire. Si c'est pour cultiver ensemble, pour produire assez de nourriture, et puis après même aller amener sur le marché, commencez à le faire. S'il y a une personne qui est malade que vous devez soutenir, commencez à le faire. Commencez cette solidarité communautaire. Et puis après, invitez les autres amis qui sont partie de votre communauté ou qui sont même pas vraiment de votre communauté, mais qui voudraient s'associer à vous. Et nous, ce que nous faisons, c'est d'essayer de coordonner, de faciliter à ce que nous puissions mobiliser les ressources intellectuelles, les ressources physiques, les ressources matérielles, les ressources financières pour venir contribuer à côté de ceux qui sont en train de développer des activités au niveau communautaire, au niveau de la base. Je profite de l'occasion aussi pour inviter la diaspora burundaise. Vous tous, vous êtes nés quelque part. Vous avez grandi quelque part. Vous avez étudié à une école primaire quelque part. Au lieu d'investir beaucoup de votre argent seulement pour construire de belles maisons, ce qui n'est pas une mauvaise chose dans le pays, mais qui peuvent être détruites à cause de la guerre s'il y a des désordres, contribuez aussi socialement à des besoins des communautés dans lesquelles vous êtes nés et grandis. De là où vous êtes, contribuez à ce qu'on achète les bancs de cette école où vous avez étudié à l'école primaire. Contribuez pour qu'on puisse mettre la peinture en ce centre de santé où tu as été soigné. Contribuez à ce que les gens de leur communauté puissent construire ce pont qui a été détruit par les pluies. Contribuez peut-être à donner des semences pour une saison prochaine, pour effectivement qu'ils puissent produire plus et avoir assez. En partant des communautés de base, nous allons toucher les communes, nous allons toucher les provinces et nous allons toucher toute la nation. Alors, de ce qui me concerne, avec mon équipe, nous faisons ces activités depuis des années dans le cadre du programme Guidouvons-nous, avec les coopératives Guidouvons-nous, pour essayer d'amener les Burundais, les jeunes Burundais particulièrement, qui ont été divisés par le passé, pour être ensemble et être solidaires. Et nous vous invitons à vous joindre à nous contacter et à être solidaires pour que nous puissions contribuer à une amélioration visible de la situation de nos communautés. Nous sommes en train de célébrer 64 ans de l'indépendance du Burundi. Comme aussi je l'ai entendu dans le discours de son Excellence le Président de la République à la célébration de 64e indépendance, j'étais présent au stade. Alors il a dit, après 64 ans, on ne peut pas continuer à chaque fois blâmer seulement les colonisateurs. Beaucoup d'entre vous, les jeunes, vous n'avez pas été colonisés. On ne peut pas avoir des excuses que tout ce qui se passe, c'est parce que le Burundi a été colonisé. Vous avez la chance. Maintenant, l'indépendance n'est pas seulement le fait que les Blancs ne sont pas là ou les Européens ne sont pas là en train de diriger nos pays. Mais l'indépendance, c'est le fait que vous pouvez prendre votre téléphone et savoir ce qui se passe dans le monde entier. Regardez le match de football en direct qui est en train de se jouer au Mexique, aux États-Unis, au Canada. De pouvoir se connecter, lire un livre dans des bibliothèques où on ne pouvait pas entrer dans le temps quand on n'avait pas un billet d'avion et un visa.
Vous êtes indépendant déjà parce que pouvez vous faire des amis sur Facebook, sur Instagram, qui peuvent être des Chinois, qui peuvent être des gens de l'Amérique latine. Vous êtes déjà libre. Vous êtes tous des gens indépendants, capables de faire des grandes choses. Ne continuez pas à vous plaindre par rapport à ce qui se passe, à ce qui s'est passé il y a 64 ans. Commencez à regarder devant par rapport à l'avenir. Commencez à utiliser tout ce qui est disponible aujourd'hui. Aujourd'hui, si peut-être d'autres personnes se disaient intelligents parce qu'ils ont eu de l'avance sur certaines choses, aujourd'hui, vous avez accès à l'intelligence artificielle qui vous donnerait la capacité de faire ce que les autres pouvaient faire parce qu'ils ont fait de grandes études. Mais vous, parce que seulement vous avez votre gadget dans votre main, vous êtes capable de faire ce que vous ne pouviez pas faire dans le temps. Profitez de cette période dans laquelle nous sommes pour se développer le plus rapidement possible. Et pensez à tout ce que nous avons comme ressources, comme matière première. Essayez de voir comment transformer ce que nous avons et ajouter de la valeur pour qu'enfin nous puissions entrer dans la compétition avec ce qui se passe dans le monde. Ne continuez pas à vous plaindre. Ne continuez pas seulement à dire « Oh, le problème, c'est le président de la République. Oh, le problème, c'est le parti au pouvoir. Oh, le problème, ce sont nos aînés. Oh, le problème, là. » Il ne faut pas passer du temps à vous plaindre. Essayez de regarder là où vous êtes. Ce que vous pouvez fixer sans avoir demandé l'autorisation au président de la République. Ce que vous pouvez commencer à améliorer sans devoir inviter le gouverneur. Ce que vous pouvez commencer à faire sans que nécessairement l'administrateur doit être présent. Ça ne vous demandera pas que tout doit être changé pour que vous puissiez vous améliorer. Vous avez la capacité de prendre ce qui est là, penser comment le transformer, lui donner de la valeur. Et quand vous serez en train de le faire, vous serez vraiment indépendant. Et la plus importante chose pour moi en tant que serviteur de Dieu, cherchez à connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu vous dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous affranchira. Cette vérité, c'est la vérité qui vous rendra indépendant, qui vous rendra libre. Voilà ce que je peux donner comme message.